À l'ouest de la France, un territoire d'exception se dévoile dès les premières lueurs. Les Pays de la Loire. Ils abritent une nature luxuriante et singulière, composée de paysages somptueux qui se transforment au fil de l'eau. Louis-Marie Préau, bonjour. Vous êtes photographe, invité d'honneur de ce 38e Festival de Ménigoutte, où vous exposez une trentaine d'images extraites de votre livre Loire Nature, qui est paru l'an dernier. Alors, on vous a choisi en générique un extrait d'un film en compétition de Nicolas Goudot-Monvoy, qui sera projeté dimanche à 17h, et qui s'appelle Loire, terre sauvage. Alors, que vous inspirent ces images en tant que ligérien, pure souche ? C'est mon domaine, hein, donc c'est vrai que tout de suite je reconnais où c'est pris. Et c'est vrai que la Loire, enfin, pour moi, est un milieu qui est relativement bien préservé par rapport à d'autres milieux en France qui sont assez dégradés, on va dire. Et il y a beaucoup d'espèces comme la grande aigrette là, qu'on a pu voir, qui est revenue en premier, il faut le savoir, en France en fait. Elle a niché pour la première fois au lac de Grandlieu, qui est un lac qui est juste à côté de la Loire en fait. Donc voilà, il y a tout un tas d'animaux comme le castor qui sont revenus aussi sur la Loire. Enfin, on les a aidés un peu, ceux-là. Et donc c'est un milieu que je dirais qui est relativement bien préservé, quoi. Alors votre premier ouvrage était déjà sur la Loire. Il était édité chez Jacques Hess, qui était très présent sur ce festival, malheureusement décédé. Et il a été écoulé à 9000 exemplaires. C'est énorme pour un livre de ce type. Pour un livre, on va dire, local, bien que la Loire a fait quand même 1000 km, donc c'est un petit peu... C'est entre le local et l'international, on va dire. Et donc, oui, mon livre que je viens de sortir là, il y a un an maintenant, qui s'appelle Loire Nature. Alors, on peut le montrer peut-être Oui, voilà, oui, c'est un livre en fait qui revient un petit peu aux sources, puisque l'autre, il avait déjà 20 ans. Et c'est un livre qui parle de la Loire, de l'estuaire, c'est-à-dire en Loire-Atlantique, jusqu'en Auvergne, c'est-à-dire en Haute-Loire, quoi. Et jusqu'à bien sûr, la source. moi, je suis en juin. Non, pas tout à fait la source. Non, la source, je n'ai pas remonté jusqu'à la source parce que je trouve que la source, c'est vraiment des milieux très différents, en fait. Je ne reconnais plus trop la Loire, en fait. Puis en plus, il y a un petit peu de polémique sur la source vraiment de la Loire. Et du coup, non, je suis remonté que dans les gorges de la Loire, c'est-à-dire assez calcaire, mais où il y a quand même une rivière qui coule, qui est importante. Et moi, je suis donc angevin, je suis né du côté de Saumur. Et je suis ligérien de natif. Alors votre terrain de jeu, c'est quand même vraiment l'Anjou, quoi, la Loire angevine, ouais. Les basses vallées angevines. On connaît notamment des images célèbres du râle de Genèt. Oui, vous avez pu faire pour l'LPO. Le Balbuzard, oui. Le castor sous l'eau, ça a été une des photos les plus difficiles, qui a été reconnue internationalement. Et voilà, donc oui, je travaille depuis des années sur la Loire, bien que j'ai fait d'autres livres sur le Burundi, sur l'ours brun, qui fait l'affiche du festival, hein. Donc, mais je reviens toujours à la Loire parce que je trouve que la Loire, c'est très riche et voilà, c'est mon pays. C'est difficile à exprimer pourquoi on aime quelque chose, mais on essaye de le transcrire le mieux possible, quoi. Alors, comment vous avez sélectionné les images? Il y en a une trentaine au festival qui sont exposées, alors qu'il y en a 115, je crois, dans l'ouvrage, en gros. Oui, exactement, oui, 115. Comment vous avez fait votre choix? C'est assez difficile, hein. Bon, c'est vrai que moi, j'ai une graphiste qui m'aide aussi pour tout ça, parce que c'est un livre, il faut savoir que le dernier, c'est un conte d'auteur, donc il faut savoir s'entourer de gens qui ont des compétences un peu différentes. Et c'est vrai que choisir 30 images, c'est assez casse-tête, en fait. Il y en a certaines qui sortent automatiquement, mais il y en a d'autres qui sont moins évidentes. Et puis, il faut pas faire de répétition. Donc, voilà, c'est vrai que... Mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Donc, il y a des paysages, il y a des oiseaux, il y a... Voilà, beaucoup d'oiseaux, il y a du mammifère, il y a les castors, le fameux castor sous l'eau, les balbuzards qui pêchent, tous les oiseaux emblématiques, le martin pêcheur, qui est le plus petit des pêcheurs, le balbuzard qui est le plus gros, hein. Et voilà, donc il y a le choix, hein. Il y a énormément d'espèces sur la Loire. Moi, j'ai fait principalement les espèces avifaune et mammifères. Il y a quelques insectes, il y a du paysage qui a été fait entièrement au drone. Bon, j'y tenais parce que c'est vrai que tout ce qui est hélicoptère ou avion, c'est pas terrible. Et puis le drone, maintenant, on a des possibilités énormes et c'est assez sympa de voir la Loire en drone parce qu'on a vraiment beaucoup de dessins. Il faut savoir qu'une photo qui va être faite une année, au même endroit, l'année d'après, ça sera un autre paysage, quoi.
La Loire redessine à chaque coup les paysages avec le sable qui bouge, les îles qui se détruisent, qui se reconstruisent, ainsi de suite. Ouais, et puis qui s'assèche. On a vu cet été la Oui, Loire, oui, oui. en tout cas en Indre-et-Loire, d'où je viens, c'était assez critique. Ouais, ça a tiré très Le peu niveau d'eau. de l'eau. Elle a toujours coulé, pas comme certaines qui se sont même Oui, pas arrêtées de couler. à cause des centrales nucléaires, on garde un niveau d'eau pour les Oui, refroidir, oui, mais oui. c'est une problématique. Mais bon, c'est pas le sujet de votre livre. En Non, c'est l'occurrence, pas c'est le sujet. vraiment Puis la Loire, qu'elle sera, contemplatif. Ouais, tout à fait. Oui. Il y a un peu de texte, il y a quelques illustrations. Alors, il y a 25 témoignages de Ligériens, des scientifiques, des bateliers, même des paysans. Il y a un peu de tout. Et je leur ai demandé de faire un truc très court sur une impression de Loire, une rencontre avec un animal ou simplement une poésie. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et on a fait un petit dessin avec, un dessin qui est d'Olivier Loire, en fait, et de Denis Clavreul, qui ont accompagné ces textes. Très bien. Alors, on va voir un extrait du film de Lucas Cobé, À portée du sauvage, qui sera diffusé vendredi à 17h, et on se retrouve tout de suite après. C'est sur cet étang-là que je travaille beaucoup en affût flottant. Je vais y observer, y photographier les parades des grébupés, les parades des fuligules milouins, morillons. Et aussi des érismatures rousses. Les érismatures rousses, c'est des canards en fait qui sont une espèce invasive qui vient d'Amérique du Nord et qui n'a rien à faire chez nous. L'OFB, l'Office français pour la biodiversité, essaye de faire disparaître cette espèce-là parce qu'elle risque d'impacter une espèce sauvage européenne qui s'appelle l'érismature à tête blanche. Et il y a quelque temps, il s'est trouvé une érismature à tête blanche justement sur l'étang, de manière totalement fortuite. J'étais à l'affût, en train d'observer l'érismature rousse, qui était en train de parader, et je vois cet oiseau, cette érismature à tête blanche, qui était présente, un mâle, qui se battait avec le mâle d'érismature rousse. C'était complètement fou parce que la présence de ces deux oiseaux-là montrait exactement la problématique de ce qu'est une espèce invasive et de ce qu'est l'espèce érismature rousse par rapport à l'érismature à tête blanche. Alors, Louis-Marie Préau, je sais que vous êtes sensible aux photographies locavores, ce que moi j'appelle locavores, c'est-à-dire réalisées sur un terroir donné. Vous réclamez un peu du travail d'Elio Evaningen, par exemple en Brenne, parce que vous êtes inféodé finalement à cet espace ligérien. Alors, il se trouve que ce film a été exclusivement tourné en Mayenne avec le photographe animalier Éric Médard. Je crois que vous le connaissez. Oui, Éric, oui, ça fait partie des amis. Et donc, oui, c'est vrai que, et d'ailleurs, ça a relativement bien évolué. Maintenant, on voit beaucoup de livres, de films qui sont faits, je veux dire, autour de chez nous, mais on ne sait plus, comme il y a 30 ou 40 ans, où il y avait que des films faits en Afrique ou ainsi de suite. Donc, c'est vrai que moi, je suis vraiment attaché à ça pour montrer un peu ce qu'il y a autour de nous, parce que les gens sont relativement aveugles, ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour, et c'est important de le montrer, puis par là même le préserver. Ça va de soi pour moi. Puis il y a de plus en plus de photographes qui ont ce souci d'alléger leur empreinte carbone, qui culpabilisent un peu de prendre l'avion. Alors, Tout à fait, je sais oui. que vous dites que vous avez toujours pris l'avion pour votre travail et pas pour l'agrément. Néanmoins, il y a des photographes comme Vincent Munier, par exemple, qui maintenant essaie aussi de faire des photos. Enfin, il a toujours fait des photos près de chez lui, mais quand même essaie de limiter les vols en avion, etc. Je pense que c'est important de montrer l'exemple. Mais c'est vrai que, on parlait de Vincent, c'est vrai que c'est dommage que lui, il s'empêche de faire des voyages parce qu'il montre à tout le monde, à beaucoup de gens. Après, je pense que c'est plus le tourisme général qui fait beaucoup de flux. C'est vrai qu'un photographe en France qui va faire... Mais bon, c'est vrai que c'est des privilégiés, après, on va dire. Voilà, après, c'est difficile d'arbitrer. Ouais, C'est difficile d'arbitrer, mais bon, c'est vrai qu'on doit moins voyager, moins se déplacer. Et moi, ça m'arrange personnellement parce que j'ai beaucoup travaillé en local. Hein. Oui. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos techniques d'affût ? On voit l'affût flottant d'Éric Médard. Comment vous avez des techniques similaires, j'imagine, d'approche que vous avez photographié. Donc, le castor sous l'eau, par exemple, comment on fait une photo comme ça ? Oui, l'affût flottant, c'est vrai qu'on parlait d'Elio Evaningen, c'était les premiers en France à utiliser cet affût. Il y a beaucoup qui ont copié, moi le premier d'ailleurs. Et maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent l'affût flottant parce que c'est très facile pour approcher les animaux aquatiques, quoi.
C'est vraiment une bonne technique. Pour l'ours donc de l'affiche, enfin, c'est une photo qui a déjà plus de 15 ans. Oui, Donc, alors je précise que l'affiche du FIFO, voilà, on la doit à Louis-Marie, puisqu'il est invité d'honneur du Salon d'art animalier. Donc cette fameuse affiche qui intrigue parfois, parce que c'est un festival de films ornithologiques, donc tout le monde dit mais pourquoi il y a des ours sur cet arbre? Mais parce qu'en fait, ça fait bien longtemps que le FIFO s'intéresse à d'autres espèces que les oiseaux, évidemment. Oui, puis heureusement. Et donc vous êtes l'heureux photographe de ces Voilà, oursons. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette photo a été prise? Alors donc en fait cette photo elle a été réalisée suite à une commande d'un éditeur et donc on est parti avec un copain garde des Pyrénées là qui piste l'ours depuis des années. On est parti en Slovénie et en Finlande et moi je suis parti tout seul en Finlande parce que lui il n'avait pas le temps, il avait un travail et du coup c'est en Finlande à la frontière russe en fait au-delà du cercle polaire que j'ai réalisé cette photo avec l'aide d'un Slovène où on a installé un affût à un endroit où il savait que ça passait souvent. Et du coup, là, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir cette femelle qui est passée devant l'affût. Et à ce moment-là, il y a un mâle qui est arrivé que je n'ai pas vu, mais que je sais qu'il est là parce que la femelle fait un bruit caractéristique avec sa bouche. Et les petits grimpent à l'arbre pour ne pas être attaqués par le mâle. Parce que le mâle, il faut savoir qu'il tue les jeunes pour pouvoir s'accoupler avec les femelles. Bon, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça que ça se passe dans le milieu sauvage, des fois. Et donc là, c'était exceptionnel. Quand j'ai vu ça, j'ai fait des photos en tremblant un peu. Et je savais que je faisais quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Et c'était déjà du numérique. Mais c'était les premiers numériques. Avec peu de pixels. Voilà, il y avait beaucoup moins de pixels et il y avait un peu moins d'ISO, mais ça facilitait déjà beaucoup par rapport à l'argentique quand même. Et c'était une photo assez rare, qui a été primée d'ailleurs en Belgique. Donc voilà, c'est les coulisses de l'image. Alors, avant de se quitter, je vais vous parler d'un livre coup de cœur. Qu'on va vous montrer. Donc c'est L'oiseau sur la branche. Donc ça s'adresse à la jeunesse. C'est un album jeunesse. Et donc c'est Dan Croza qui a un univers graphique bien à elle. Assez dépouillé, avec des aplats de couleurs très, très épurés. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, c'est un très bel album et qui a pour principe unité de lieu et unité d'action. Donc, si vous regardez bien, il y a tout le temps la même image de branche, en fait, de tronc d'arbre d'un pommier. Et en fait, on a une double page par semaine avec à chaque fois une espèce d'oiseau différente. Et on apprend un détail de la vie de l'oiseau. Alors scientifiquement c'est exact et c'est assez magique. Voilà, donc il n'y a qu'à la fin où on découvre le pommier dans un univers un peu plus large, mais à chaque fois on voit le pommier évoluer au fil des saisons, donc 52 semaines et 52 espèces. Et donc ça coûte 24 €. C'est édité chez Memo, qui est un éditeur nantais jeunesse de très bonne qualité. Alors, merci beaucoup, Louis-Marie, d'être venu à l'antenne et bon festival à toutes et à tous. Merci à vous.